appelle rendez-vous aux 50 ou petit déjeuner aux 50 sont toujours avec ce format-là, un présentiel, et parfois vous n'êtes que 3. C'est pour ça que ce soir, vous êtes super courageux, et un distanciel. À chaque fois, c'est la même formule. Et je souhaite que nous le gardions comme ça, parce que comme ça, on a cette proximité et vous pourrez venir nous poser des questions au cocktail le matin, c'est un petit déj, sans peut-être dévoiler 2, 3 secrets à l'oral. Je vous remercie également dans la salle de bien vouloir parler dans un micro. Donc, il y a un micro qui sera disponible, parce que sinon, les personnes en ligne ne peuvent pas vous entendre. Fort de ces modalités pratiques, est-ce que tout se passe bien à la régie? Ah, donc, là, il faut que je reparle là? Alors, si Le c'était le slide micro avant, j'en rouge, avais c'était fait que celui de la 2 Chili. alors. Je change de micro ou pas? Ok. Donc, je vous ai expliqué pourquoi je suis restée au contrôle qualité. C'est pas grave, les personnes en ligne ne sauront pas que je fais de soldes rue de Rennes début juillet. Je pense que c'est pas non, c'était un samedi. Non, c'est un samedi. C'est pas extraordinairement intéressant, mais ça vous permet de sentir en fait les dérives qu'il y a pu avoir peut-être dans nos pratiques en Île-de-France. Je vais simplement vous parler du contrôle qualité. Il y a 6700 experts comptables en Île-de-France, et nous lançons 500 contrôles qualité par an, et on en fait à peu près 450. Le contrôle qualité, c'est 120 contrôleurs qualité et 10 superviseurs et une commission qualité et 3 permanents. Dans la case régalien de l'ordre des experts comptables, c'est le plus gros budget de l'ordre des experts comptables. Ce que j'ai dit qui je semble important, c'est que j'adorerais que ce contrôle qualité ne s'appelle plus contrôle qualité, mais que ça s'appelle démarche qualité. Parce que l'objectif, c'est pas pour moi un flicage. L'objectif, c'est que vous sécurisiez vos pratiques, et en respectant les normes, et pas en surtransposant les normes. Tous les ans, en fait, la commission qualité décide des critères de sélection. Et depuis 2 ans, en fait, nous décidons 3 critères. On prend les experts comptables qui sont inscrits depuis moins de 5 ans. Je trouve ça très bien d'aller voir les jeunes experts comptables tout de suite, enfin en moins de 5 ans, pour aller corriger peut-être quelques pratiques non comprises. Donc, les experts comptables qui sont inscrits depuis moins de 5 ans. On a ceux qui n'ont pas fait leur formation lab. Et c'est quoi le troisième critère? Peut-être qu'on en a. Ah oui, et dernier, mais tu as le droit de parler dans le micro, Stéphane. Dernier contrôle depuis plus de 10 ans. Non, j'ose pas. Depuis plus de 10 ans, voilà. Donc, on souhaite que chaque expert comptable soit contrôlé tous les 10 ans, les experts comptables de moins de 5 ans, et les formations lab qui sont effectuées. Vous savez peut-être également que les contrôles en matière de lab sont relativement légers, puisqu'il existe des contrôleurs lab au niveau national, et lorsque vos cabinets sont à risque, ils peuvent avoir un contrôle lab. Alors là, c'est pas du tout bénéficier d'un contrôle lab. Moi, j'ai envie de dire c'est subir, mais bon, on leur dira pas. Et donc, je vous répète que vous pourrez poser des questions à la fin. On va s'arrêter 20 minutes avant, comme je ne sais pas ce qui a été dit ou pas. Donc, les objectifs du contrôle qualité, c'est de donner au public une meilleure perception de la qualité de nos prestations, harmoniser les comportements, contribuer à la bonne organisation des structures d'exercice professionnel, au perfectionnement des méthodes de travail, en particulier, par exemple, les obligations de délégation, de supervision, de formalisation des travaux. Apprécier l'application des règles et des normes professionnelles, c'est là que je souhaite et je me bats très souvent pour qu'il n'y ait pas de surtransposition d'application des règles et des normes professionnelles, et développer la solidarité au sein de la profession. Il est vrai que depuis que je suis présidente du contrôle qualité, j'ai renforcé les outils de détection des confrères et consoeurs en souffrance. On est tous des professionnels libéraux, et quand on va pas bien, on a un peu tendance à le dire à personne parce que nous sommes fiers.
Si, au détour d'un contrôle qualité, un des contrôleurs détectait une souffrance quelconque, eh bien, on a tout un process pour après s'occuper éventuellement de ce contrôleur qualité. Vous m'interrompez, les gars. Hein. Vous êtes en vacances, en fait, vous. C'est ça. Okay. On écoute la bonne parole. Donc, le contrôle qualité, la confraternité, l'universalité, c'est pour ça que c'est géré aussi au niveau du Conseil national parce qu'on essaye d'harmoniser les pratiques. Et d'ailleurs, lorsque si vous avez un contrôle qualité, on se connecte sur une plateforme qui est gérée par le Conseil national de l'ordre. Donc, la forme du contrôle qualité est la même pour tous les experts comptables de France. L'adéquation, il y a évidemment, on ne contrôle pas la même, on n'en fait pas les mêmes contrôles quand on s'appelle KPMG ou que c'est mon petit cabinet de 11 collabs. Et la confidentialité, bien évidemment, de tous les contrôleurs qualité et des superviseurs. Si tu le permets. Oui, voilà. Et maintenant, moi, je me tais. Non, c'est très bien. Mais je voulais reprendre justement, c'était bonsoir à tous et à toutes. L'idée, effectivement, de ces principes fondamentaux sont quand même importants pour planter le décor. Et le premier ici, c'est la confraternité. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, ces contrôles sont faits par des confrères et consoeurs, auprès de confrères et consoeurs. Et du coup, l'idée, c'est de la bienveillance, et on en reparlera et on verra avec la préparation du contrôle, etc. Donc, cet esprit de confraternité est très important. L'universalité, là aussi, par rapport au périmètre, etc., qui peut être contrôlé, qui est contrôlable, etc., c'est tous les experts comptables inscrits, d'accord. Donc, quel que soit, qu'on soit salarié ou indépendant, ça va être tous les experts comptables inscrits. L'adéquation, c'est justement une force des contrôles qualité au niveau de l'ordre, c'est qu'effectivement, les contrôles et les observations, les recommandations, les échanges, etc., vont être adaptés aux missions faites par les cabinets et à la taille des cabinets aussi. C'est très important puisque voilà, le regard sera différent effectivement selon la taille du cabinet. Alors, ce n'est pas de transgresser les règles, mais c'est en tous les cas vraiment de tenir compte de l'organisation même du cabinet, de la taille du cabinet, de l'équipe aussi. C'est aussi important quand on parlera de formation et quand on parlera des typologies de missions. Voilà, on n'attend pas le niveau de formation d'un cabinet qui va faire que des missions un peu complexes et puis d'un cabinet qui fait que des missions traditionnelles. Donc, ça sera plutôt adapté. Et puis, la confidentialité, ça, on en parle assez régulièrement avec les contrôleurs aussi, hein. C'est qu'on est tenu au secret professionnel et que on ne rentre pas dans le cœur même jusqu'au bout du dossier, mais on est quand même amené à consulter la liste des dossiers. Donc, on a des noms qui apparaissent, on a des feuilles de travail qui apparaissent et qu'on peut consulter, et qu'à ce niveau-là, les contrôleurs sont tenus au secret professionnel par rapport à ça. Et donc, voilà, il n'y a pas de secret entre les deux. On peut avoir accès, je dirais, à tous les documents, sachant qu'on ne repartira pas avec ces documents-là, bien évidemment. Les contrôleurs et l'ensemble des membres qui participent au processus de contrôle, en fait. Que ce soit les superviseurs, que ce soit les membres de la commission qualité, on est tous tenus au secret professionnel absolu sur ce qui se passe dans un contrôle. Alors, le périmètre du contrôle qualité. Ça nous occupe beaucoup à l'ordre parce que parfois, quand vous recevez un petit message et qu'on vous explique que vous bénéficiez d'un contrôle qualité, parfois vous nous dites « mais j'ai qu'un seul dossier, mais je pars à la retraite, mais j'ai vendu mon câble ». Enfin bref, je vous laisse la parole, messieurs. Alors, le périmètre, globalement, tous les experts comptables inscrits à l'ordre, quel que soit leur mode d'exercice et leur statut social, sont contrôlables. Il y a des exceptions. Globalement, je suis associé, je n'exerce pas dans la structure. Donc, on va avoir une attestation sur l'honneur. Je n'exerce que une activité d'expertise judiciaire, auquel cas, je ne suis pas contrôlable par l'ordre. Mais ce sont les seules exceptions. Donc, vous exercez dans une structure de l'ordre des expertises, inscrite à l'ordre de. Je suis prof. Prof. Je suis prof. Je n'ai pas de dossier. Je rentre quand même dans le contrôle qualité. Il y a encore des trucs à faire. Hein. Mais on ne sait pas, en général, le prof, pourquoi il est inscrit à l'ordre. Il y a peut-être des bonnes raisons. On va essayer de trouver des missions, mais en général, la personne qui ne fait que de la formation et qui est toujours inscrit à l'ordre, on n'est pas en train de parler de diplômé d'expertise comptable, on est en train de parler d'expert comptable. Donc, inscrit à l'ordre, c'est qu'il a un certain intérêt à être inscrit à l'ordre et on va effectivement contrôler. Autant vous dire que le contrôle ne va pas porter sur beaucoup de choses, mais de la même manière, on aura un contrat
livre lettre de mission, on aura certainement un exécutable avec un livrable. Ici, c'est ce qu'on attendra dans le contrôle. Donc, formation ou pas, on rentre aussi dedans. Dès qu'on se place sous le statut expert comptable, on rentre dans le périmètre de contrôle. Et ce qui est important, ce qui est rappelé sur la diapositive, c'est que c'est étendu à l'ensemble des experts comptables aussi, exerçant dans la structure. Et ça, c'est aussi important parce que c'est ce qu'on voit aussi dans les préparations de contrôle, quand on consulte les questionnaires préparatoires que vous allez recevoir courant mai. L'idée, c'est que le contrôle, il est reçu à titre personnel, c'est à votre nom, mais c'est par rapport à l'endroit, au cabinet, au lieu où vous exercez en tant que tel, et que si vous exercez dans un cabinet où il y a plusieurs associés, du coup, c'est étendu aux autres experts comptables du cabinet. Et ça, c'est pas toujours bien cerné, bien compris par ceux qui reçoivent la convocation. Donc, il faut bien en parler autour de vous, auprès des autres associés, parce que ça peut arriver au dernier moment de s'apercevoir que finalement, dans l'organisation, dans l'organigramme, il y avait d'autres experts comptables à contrôler. Donc, il faut recommencer. Alors, pour les questions, il faut le micro, si vous voulez bien. Alors, en attendant que le micro arrive, juste, je pense à ça. Comme chaque fois sur ces rendez-vous-là, sur ces ateliers-là, le support est disponible, si je ne dis pas de bêtises. Il est envoyé par mail ou pas? Il sera. D'accord. Voilà, support adressé par mail avec l'attestation de présence. Excusez-moi, bonjour. Les experts comptables salariés inscrits à l'ordre, mais non associés, est-ce qu'ils sont aussi… Les experts comptables inscrits sont salariés, sont contrôlables en tant que tels. En tant que tels. En tant qu'expert comptable. C'est moi qui ai reçu la convocation. Oui, c'est moi qui ai reçu, comme quoi, parce que je suis le gérant expert comptable. Donc, on le fait ensemble avec l'expert comptable salarié de mon cabinet. Alors, le contrôle va porter effectivement sur tous les membres de la structure, qu'ils soient associés ou non associés. Donc, à partir du moment où je suis inscrit à l'ordre, je vais bénéficier du contrôle qualité. Par contre, petite phraséologie, on ne le fait pas ensemble. On garde le secret absolu également de ce qui se passe. Après, le responsable ordinal peut communiquer à l'intérieur de sa structure. Mais nous, en tant que contrôleur, on va s'adresser juste aux membres contrôlés à ce moment-là. En fait, vous faites deux contrôles. Vous serez contrôlé, votre expert comptable sera contrôlé séparément, juste en technique. On va revenir un peu tout à l'heure sur le déroulé du contrôle, mais ça ne portera que sur ces dossiers à elle. Et après, on vous fait un compte-rendu également en tant que responsable ordinaire. Parce qu'en fait, il y a deux parties dans le contrôle qualité. Il y a la partie structurelle, organisation du cabinet, et après, chaque expert comptable qui est vu, entre guillemets, individuellement. Et donc, c'est à ce titre-là que cette personne sera vue. Alors, on revient un tout petit peu effectivement sur cette question qui est contrôlable et comment ça se passe au niveau du périmètre. Globalement, quand on va faire le tirage au sort avec les critères que Virginie a exposés tout à l'heure, on va avoir ce qu'on appelle une grappe de contrôle. Un membre de l'ordre va sortir au niveau de son nom et ensuite, tous les associés de son cabinet vont rentrer dans la grappe. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle, nous, une porte d'entrée du confrère X, et derrière, on va aller contrôler A, B, C, D, E, F dans le cabinet. On va redupliquer on va répéter la question. Allez-y, je vous en prie. J'ai été contrôlé il y a 6 ans. J'ai fait mes formations en lutte anti-blanchiment. Et après, c'était les jeunes, je crois. Il y a un caractère aléatoire. Hein, oui, voilà. Il y a toujours un caractère aléatoire, d'accord. Oui. Non, mais c'est parce qu'on vous aime bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les structures qui ne relèvent pas de l'ordre de Paris? Alors, les structures qui ne relèvent pas de l'ordre de Paris, normalement, rentrent dans les contrôles, ce qu'on appelle les CAIM, les cabinets à implantation multiple. Donc, quand vous êtes sélectionné pour un contrôle qualité, normalement par l'ordre de Paris, ça veut dire qu'au niveau régional, on ne va s'occuper que de la structure régionale. Si c'est le national qui sélectionne la structure, comme on parlait de KPMG, je crois, tout à l'heure, là, c'est le national qui va sélectionner la structure et va déléguer ensuite aux différents conseils régionaux le soin de mener les contrôles techniques.
Donc, là, en l'occurrence, si ça vient du CRO Île-de-France, vous n'avez que la structure Île-de-France qui sera contrôlée. S'il y a 2 filiales ou 3 filiales en Île-de-France, c'est les 3 filiales. Oui. Après, c'est vrai que c'est au titre de la région Île-de-France que vous êtes contrôlé et sur les sites en Île-de-France. Donc, il arrive que certains experts comptables soient aussi inscrits sur d'autres régions, dans quel cas, nous, on n'intervient pas pour aller contrôler ce qui se passe dans les autres régions. Si vous avez d'autres sites, d'autres établissements dans d'autres régions, on n'intervient pas sur ces établissements-là, on se concentre uniquement sur l'Île-de-France. Donc, ce qu'on appelle CAIM, c'est cabinet à implantation multiple. Je crois que c'est au-delà de 4 régions, c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a des cabinets qui n'ont pas 4 régions. Et là, donc à ce moment-là, il pourrait y avoir 4 contrôles faits par 4 régions différentes. Et dès que vous êtes au-delà de 4 régions, ça s'appelle ce contrôle CAIM dont le process est complètement différent que le nôtre. En fait, le contrôle est vraiment diligenté par chaque région qui va contrôler ses propres cabinets implantés sur sa région. Donc le périmètre, c'est toujours une des grandes questions. C'est pour ça qu'on a commencé par donc ça. Effectivement, étendu à l'intégralité des lieux d'exercice sur le bureau principal et secondaire, c'est-à-dire que si vous avez aussi plusieurs sites, la plupart du temps, il peut arriver dans certaines situations, s'il y a un collaborateur, si c'est exactement la duplication du même site, etc. En règle générale, on intervient sur les différents sites. Donc, théoriquement, un contrôle va durer une journée, mais là, ça veut dire qu'il y aurait au moins 2 interventions différentes, sauf si les 2 sites sont vraiment l'un à côté de l'autre, puisqu'en fait, tous les bureaux sont censés être contrôlés pour voir si les règles telles qu'elles ont été définies au niveau structurel et organisation sont les mêmes et si on retrouve bien la même chose. Et évidemment, toutes les structures qui vont exercer les missions de membres de l'ordre seront contrôlées, quelle que soit la typologie de structure. Donc, société commerciale, société d'exercice libéral, GIE ou quoi que ce soit, tout est contrôlable. Oui, j'ai une précision. Bonsoir à tous. Quand on parle de site, parler de bureau principal et secondaire, quand on a 2 structures juridiques distinctes. C'est-à-dire que moi, j'ai une structure qui est dans l'ouest de Paris et une autre qui est totalement, c'est pas une filiale, qui est totalement décorrélée juridiquement de la première, qui est dans l'est de Paris. Je n'ai pas fait attention dans le cadre de la réception du courrier si c'était l'un des 2 sites qui était contrôlé ou les 2. Moi, en l'occurrence, j'ai compris, il y a un aspect structurel aussi. Ce sont les 2 sites qui sont contrôlés. D'accord. Okay. Là, pour le coup, ça veut dire que vous déplacerez d'un côté. On va rentrer un tout petit peu tout à l'heure dans le contrôle structurel, mais 2 entités juridiques différentes est égal 2 contrôles structurels pour un seul questionnaire préparatoire. Donc, il y a une petite subtilité sur une slide où vous verrez bureau secondaire. Là, en l'occurrence, c'est peut-être même pas un bureau secondaire, c'est le même, mais pour autant, on va le traiter comme un bureau traditionnel à contrôler. Il y aura 2 contrôles, 2 structures de contrôle, oui. Oui, 2 structures de contrôle. Ah oui, la même année et dans un laps de temps rapproché. Le but, de toute façon, le contrôle est dans un laps de temps relativement rapproché. On est sur juin jusqu'au 31 octobre. Alors, je me souviens plus si dans les slides, on a nos histoires de calendrier. On en parle ou pas, non? Alors, donc, en termes de calendrier, en octobre N-1, vous recevez un avis de contrôle. Vous en parlez? Tant pis pour vous. En octobre N-1, vous recevez un avis de contrôle. Et en mai, souvent après le 17 mai, si vous voyez ce que je veux dire, genre le 20 mai, vous recevez un mail qui vous demande d'aller remplir le questionnaire préparatoire au contrôle. Votre contrôleur va être sélectionné une fois le questionnaire préparatoire réceptionné pour voir à peu près en fonction de la typologie de votre cabinet qu'on ait le contrôleur qualité qui va bien. Et le contrôle va se dérouler soit en juillet, soit en septembre, soit en octobre. On a fait des efforts extraordinaires parce que ces années précédentes, les contrôles parfois duraient entre 12 et 18 mois. On venait vous voir au mois de septembre et puis vous aviez la synthèse du contrôle plus de 12 mois après. Là,
Ouais, ça en fait sourire certains, je sens que c'est du vécu. Là, j'ai fait ma chef et ma méchante et j'ai dit contre tous les contrôles qualité, terminer le 31 octobre. Ce qu'on a respecté à peu près à 95%. Alors évidemment, pour respecter ce... Alors, contrôle qualité, donc votre contrôleur viendra avant le 31 octobre, le superviseur aura vu le dossier avant le 30 novembre et vous aurez votre synthèse avant le 31 décembre. Moi, je suis ravie parce que là, donc, on l'a expérimenté pour cette dernière campagne 2023. On a un taux de succès d'à peu près 80-85%. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Bien évidemment, si vous êtes contrôlé et que vous avez un sujet de santé, un problème, une cyberattaque qui vous a paralysé, etc. Mais donc, il n'y a pas eu de cyberattaque donc l'année dernière sur la période concernée, donc c'est pas l'argument qui va bien. Évidemment, comme c'est de la confraternité, on le décale, on discute ensemble. Mais dans 98% des cas, il n'y a aucune raison de décaler votre contrôle qualité. La seule raison, c'est que vous devriez être impatient que nous venions vous prêcher la bonne parole pour avoir encore plus de performance dans votre cabinet. Voilà, je voulais vous redonner ce calendrier-là. Ce sont donc les instructions que les contrôleurs qualité ont depuis l'année dernière, qui ont été pas mal respectées. Et s'il vous plaît, quand le 20 mai, vous allez recevoir le mail en vous demandant de remplir le questionnaire préparatoire, faites-le. Il est 80% des experts comptables franciliens, ce sont des cabinets avec 3-4 collaborateurs. Le questionnaire préparatoire, quand vous avez 3-4 collaborateurs, ça prend combien de temps, messieurs? Une demi-heure. Une demi-heure, OK? Pour nous. Allez, si vous le faites en 1 heure, c'est qu'en réalité, vous êtes bien organisé, que vous savez le faire et que vous êtes venu ici. Et on vous promet qu'en 1 heure, c'est faisable. Donc, moi, je comprends. Moi, j'ai bénéficié d'un contrôle qualité il y a 5 ans. Évidemment, je n'étais pas du tout enchantée de bénéficier d'un contrôle qualité et les 10 années d'avant. Enfin bref, mais quand c'est un échange de bons procédés avec le contrôleur, à la fin, on s'en sort bien. Donc, je sais que vous n'avez pas envie je sais que ça vous fait râler, que vous n'avez pas envie de le remplir, mais s'il vous plaît, remplissez-le. Prenez un rendez-vous dès le mois de juillet, vous en débarrassez et puis vous allez voir que ça va être sympathique et que vous allez revenir peut-être avec plein de bonnes pratiques. Alors, dans les bonnes pratiques, justement, quand le contrôleur va vous contacter, d'ailleurs, vous pouvez le contacter vous préalablement, mais quand le contrôleur va vous contacter, on recommande très souvent maintenant de prendre 2 dates. Vous fixez la date principale et vous en mettez une de réserve si jamais il y avait un empêchement d'un côté ou de l'autre. C'est quand même plus facile de cadrer dans des agendas 2 dates et d'en enlever une par la suite parce qu'elle s'est libérée plutôt que d'en retrouver une, surtout quand on fait les contrôles en septembre. Ouais, si vous voulez bien respecter les contrôleurs qualité, ça peut être cool, vous voyez. Si vous jouez la montre en proposant une date et vous dites, merde, je vais l'annuler, je serai jamais prêt, et puis quand vous avez 3, 4, 5 dates, en fait, c'est pas cool, hein. Les contrôleurs qualité, c'est des professionnels comme vous, c'est des experts comptables qui gèrent des cabinets comme vous, ils connaissent la réalité du terrain comme vous, donc, les faire, donc, 2 dates, et puis après, après on voit, après, c'est moins sympa, après, quand même. Sur le calendrier, effectivement, sur la chronologie, de toute façon, on en reparle un petit peu après. On a vu donc qui était contrôlable et quelles sont les missions qui sont contrôlables ou contrôlées. Toutes les missions en fait sont contrôlables, quelle que soit la mission que vous fassiez, que vous soyez sous-traitant d'un autre cabinet aussi. On va regarder quelle mission, comment vous êtes organisé sur cette structure-là, puisqu'on a quand même des normes à respecter, ne serait-ce que des normes ex-générales, hein, des normes qui s'appliquent à toutes les missions. Donc, on va regarder toutes les missions. Il y a effectivement 3 exceptions. Par contre, tout ce qui est mission d'expertise de justice, de commissariat aux comptes, on ne va pas rentrer dedans. Et tout ce qui est formation, on ne va pas rentrer sur ce type de contrôle de mission. On ne va pas regarder comment se passent ces missions-là. Par contre, toutes les autres sont contrôlables au choix du contrôleur, je dirais. Je refais une petite précision sur la formation. Prof et formation sont 2 choses différentes. Par rapport à tout à l'heure, on a dans notre clientèle d'ailleurs, on a des professeurs HEC par exemple, qui ont une structure inscrite à l'ordre, ils sont contrôlables aussi. En fait, ils sont
Ils sont consultants. En fait. Voilà, on va pas contrôler leur mission de formation. Pourtant, quand ils font du consulting en professorat, sous la casquette expert comptable, attention, hein, à nouveau, alors ça rentre dans le scope de contrôle. Dès que je rentre pas dans la formation continue, je rentre dedans. Là, je suis d'accord avec vous, je vous vois lever un petit peu les yeux. Mais la frontière est un tout petit peu tenue entre la formation continue et le consulting. C'est juste ça. Ah. Commissariat qui n'était. Pardon. Je suis pas sûr que le micro marche. Si, en fait, il n'y a pas de retour. C'est pour les gens qui sont à l'extérieur. Derrière, et du coup, je vois la sous-traitance de CAC est soumise au contrôle qualité de l'ordre. Ça veut dire que vous allez. Moi, je fais essentiellement du CAC, je fais un tout petit peu d'expertise, je suis contrôlé. Et du coup, je fais un petit peu de sous-traitance pour des confrères en commissariat. Qu'est-ce que vous venez regarder dedans? Parce que moi, je change avec mes confrères et je leur envoie des jours de travail de collaborateurs, etc. Voilà, par exemple. Au même titre que vous faites une mission d'expertise, en fait, on va regarder la manière dont vous organisez. Alors effectivement, donc l'exception, donc les missions, si vous êtes commissaire, si vous êtes inscrit en tant que commissaire aux comptes, on ne va pas regarder ces missions-là. Ça, c'est le contrôle de la compagnie. Par contre, le reste, vous faites une mission classique d'expert comptable et vous êtes sous-traitant. Dans ces cas-là, on va regarder comment vous êtes organisé, comment vous tenez votre dossier, comment vous justifiez les travaux. Comment vous faites un compte rendu entre guillemets à votre client qui est un confrère, etc. D'accord. Là encore, quand on disait aussi adéquation, adaptation, on va aussi adapter le contrôle, le niveau d'exigence par rapport à ce que vous faites, mais ça sera contrôlable en fonction si c'est une mission relativement importante, si ce sont des missions relativement importantes dans votre cœur d'activité, ça peut être regardé comme les autres missions. Mais on va regarder, voilà, okay. On viendra sur ce qu'on regarde principalement et notamment la justification de vos travaux. Ça marche, merci. Est-ce que tu as une lettre de mission, oui. Les principes de délégation, de supervision, oui. Est-ce qu'on respecte la norme de rapport éventuellement, la norme de maintien de la compétence, donc est-ce que ces petits gars en expertise comptable ont des compétences en mission d'audit, de commissariat aux comptes, etc. Donc ça, c'est les grands thèmes, hein, messieurs, maintien de la compétence, maintien de la compétence, l'aide de mission, lab rapport. Lab rapport. C'est le triptyque absolu du contrôle qualité, puisque globalement, dans une démarche contrôle qualité, un des éléments essentiels, c'est est-ce que le confrère contrôlait un comportement à risque pour lui-même, sans le savoir, hein. Mais l'absence de l'aide de mission, le non-respect de la lab ou l'absence de rapport, à un moment donné, risque de mettre le cabinet et donc le confrère en difficulté. Donc c'est là où, dans l'amélioration des pratiques professionnelles, on va aller appuyer sur l'importance de ce triptyque. Qui dit absence de l'aide de mission dit absence de prise en charge par l'assurance, hein. Je ne sais pas si vous avez eu la malchance ou d'être à un moment. Non, non. Enfin, pas complètement. Beaucoup plus difficile non, tu de se dis défendre. Non, toi, Catherine. Il faut facturer. Ah oui. Exactement. Mais moi, j'ai déjà fait marcher mon assurance pour genre une TVA qui n'a pas été faite en temps et en heure pour un client. La première chose que m'a demandé le contrat d'assurance, c'est la lettre de mission, hein. J'étais bien contente de l'avoir. Alors, je ne sais pas quelle est la deuxième étape. Si je leur réponds non, je ne l'ai pas. Mais par exemple, si on ne facture pas la TVA parce que c'est dans le forfait comptable, comment on se défend? Tu vois? Après, ça dépend si c'est contrat groupe aussi ou pas, hein. Ça dépend si c'est le contrat de contrat groupe ou même pas contrat groupe. Moi, je ne suis pas dans le contrat groupe. C'est là où souvent on dit qu'il faut regarder les conditions. Oui, mais à chaque fois, on m'a demandé la lettre de mission. En fait, qui m'a mandaté pour faire ça? En fait, est-ce que c'était bien à moi de le faire? Et à chaque fois, on m'a demandé la lettre de mission. Mais on m'a demandé la lettre de mission lors d'une enquête et la brigade financière, etc. Là, oui. Pour l'assurance, j'ai fait, hélas, je jouais qu'une fois et tant mieux. Mais ils m'ont demandé juste la facture. J'étais très surprise d'ailleurs. Je m'attendais à ce qu'ils me demandent la lettre de mission. Bon. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on connaît un peu les assurances. Elles n'ont pas envie souvent de prendre en charge. Et donc, la première chose, elles demandent les lettres de mission. Ça vous protège, face à vos clients quand il y a un désaccord, et deux, avec l'assurance.
Alors, pas que ça, hein, la lettre de mission, elle vous sert aussi quand vous avez un litige avec votre client. Je viens de le dire. Et que vous avez un litige en paiement avec votre client et que vous passez par la commission arbitrage. Si vous n'avez pas de lettre de mission, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un avis favorable, j'allais dire, pour poursuivre votre client auprès d'un tribunal. Alors en ligne, hein, évidemment, vous avez la possibilité d'interagir, vous nous posez toutes les questions que vous souhaitez. Il n'y a pas qu'une prime à la présence. Hein. Oui, on me dit dans le contrat groupe, il y avait marqué la facturation peut suffire pour des missions exceptionnelles annexées à la lettre de mission. Enfin, à la mission principale, bon. On vous renverra sur des webinaires qui ont été faits sur la lettre de mission, mais globalement, la lettre de mission bien rédigée va limiter aussi la responsabilité du confrère, hein, enfin notre responsabilité, voire parfois en montant et en durée. Donc, c'est difficile de dire, tiens, j'en ai pas fait, je me suis privé d'une possibilité de me défendre. À partir du moment où vous vous mettez dans une mission normée, comme par exemple la mission de présentation, donc il faut bien l'avoir écrit à un moment donné que vous êtes dans cette cadre-là en cohérence et en vraisemblance. Donc là, c'est normé. Et s'il y a un litige avec un client où vous vous retrouvez devant les tribunaux, cette mission vous protège. Donc vraiment, numéro 1, la lettre de mission. Alors, il y a une question. Si on rachète un cabinet en 2024, celui-ci sera contrôlé également. Alors, dans le périmètre de contrôle, dans la mesure où vous faites partie de la campagne 2024, on regardera les dossiers de 2023. Vous avez racheté un cabinet en 2024, on ne s'intéresse pas au cabinet 2024 dans le cadre du contrôle. Par contre, dans le cadre de l'échange avec vous, tout ce qui va être possibilité de vous accompagner pour vous aider, comment on va se mettre en conformité, on répondra à toutes vos questions. On rappelle, hein, vous rachetez un cabinet, il faut refaire la lettre de mission, on est désolé. C'est préférable. Mais vous avez racheté un fonds commercial d'un cabinet d'expertise comptable, les contrats ont suivi. Pour autant, quand est-ce que je dois refaire les lettres de mission? Tu fais du teasing là ou tu veux nous dire la réponse? La réponse, il faut refaire les lettres de mission. Ok, bon, quoi qu'il en soit, vous refaites les lettres de mission. Donc, on n'a pas le choix. Mais on aura un moyen de se défendre quand même, puisqu'on aura une. Alors, on a une question de Laure qui est super, cette question. Mais on va peut-être la garder pour après. On se l'est posé, hein, la question sur la mission externalisée. Sur quoi porte le contrôle? Par exemple, une mission de DAF externalisée, on l'avait abordée il y a 2-3 ans. Je pense que dans les slides, on le verra peut-être. On avance ou pas là, nous? Ok, allez, Fabien. Allez, go. Ah oui, il y a des. Oh là là, ça. Alors là, il y en a plein de questions. Bon, on verra bien. Ok. Alors, je suis contrôlée. C'est quoi le thème là? Que dois-je faire? Comment m'y préparer? Venir au déjà, 50. voilà, vous êtes déjà tous là, c'est déjà pas mal. C'est l'objectif. Alors, vous avez dans le site Cap Performance. Comment s'y préparer? Alors, effectivement, vous avez reçu, là, récemment, vous avez reçu un courrier. L'une des premières choses que vous pouvez faire, effectivement, pour y voir un petit peu plus clair, c'est d'aller sur l'autodiagnostic de conformité qui est disponible sur Cap sur la performance. L'adresse est rappelée ci-dessous. L'idée, c'est un questionnaire. Vous y répondez vraiment de manière transparente par rapport à vous. Hein. C'est confidentiel, il n'y a personne n'a accès à ça. Et ça aborde des principales questions en fait, pour savoir si vous êtes en règle sur les thèmes qui sont rappelés, les règles professionnelles, anti-blanchiment, la qualité, l'acceptation, la qualité et l'organisation du travail, l'acceptation, la réalisation des missions. L'idée, c'est qu'effectivement, ça peut déjà vous donner un aperçu de comment vous devriez aborder le contrôle qualité et comment vous êtes en règle par rapport à ces. Et pour tous ceux qui n'ont pas de contrôle qualité, si vous avez envie de mettre ce petit process en place tous les ans pour auditer vos propres pratiques, cet outil est aussi fait pour vous. On n'a rien à vendre, hein, c'est gratuit. Voilà. Et là, à l'issue de ça, alors peut-être que certains et certaines connaissent déjà le principe des autodiagnostics sur Cap sur la performance, mais à l'issue de ça, effectivement, il y a un rapport qui est sorti avec les pistes de progrès possibles par rapport à vos points de faiblesse sur les différentes thématiques. Alors, pour tous les présents physiques ou virtuels, mais pour tous les présents qui ne bénéficient pas du contrôle qualité cette année, globalement, on vous invite à aller faire l'autodiagnostic parce que
Vous êtes venu pour savoir un petit peu comment allait se passer le contrôle qualité et quels sont les points d'amélioration dans le cabinet. Cet autodiagnostic est vraiment fait pour ça et il est totalement adapté et confidentiel, qui plus est. Donc, on n'en a pas du tout connaissance, quels que soient les résultats. On fait une petite pause question. Vas-y, chef. On y va. Alors, bon, Laure, je réponds à votre question sur la mission externalisée. Sur quoi porte-t-elle? On s'est posé la question il y a 2-3 ans pour des missions de DAF externalisées. Et c'est vrai que c'était pas évident. Par exemple, donc vous êtes expert comptable et vous êtes chez le client et vous travaillez chez le client sur le système du client. Donc, à minima, on va vous demander une lettre de mission. Et après, on vous préconise vraiment de documenter vos travaux. Vous êtes DAF externalisé pendant 6 mois, congé maternité d'une comptable, vous faites des TVA tous les mois, ou eh bien si rien que pour vous protéger, s'il y a un PET, en fait, conservez une preuve de tout ça. Conserver une preuve des TVA qui ont été faites, de vos dossiers de travail. Faites quand même des dossiers de travail. Je sais plus ce qu'on avait. Conserver des mails aussi, des fois. Alors, des fois, directement sur le système du client, mais vous pouvez aussi, vous envoyer des mails. Vous pouvez vous les conserver pour vous. C'est des choses, je dirais, presque évidentes, en fait. Quand on est professionnel, on essaie de se prémunir contre tout risque. On ne demandera pas plus que ce que vous auriez envie de faire pour vous protéger si vous deviez vous justifier le travail qui a été fait, en fait. D'accord ? Donc, on n'a pas de règles précises de ce qu'on attend comme document. On va essayer de voir comment est-ce que vous arrivez à vous prémunir en cas de risque, en cas du client qui se retourne contre vous parce que vous avez fait Et je pense que dans la lettre de mission que vous signez avec le client, il faut que vous vous imposiez en tant qu'expert comptable indépendant. Vous n'êtes évidemment pas le salarié du client. En tant qu'expert comptable indépendant, vous vous imposez pour avoir accès aux données. Et si le client ne veut pas que vous puissiez extraire des données pour alimenter votre dossier de travail, eh bien, je pense que vous ne travaillez pas avec ce client. Je sais que c'est facile à dire, mais à un moment donné, vous êtes donc professionnels libéraux externes avec ce principe d'indépendance, de science, indépendance, conscience. Le client veut bosser avec vous. Dans la lettre de mission, il est marqué que vous vous réservez le droit d'alimenter votre dossier de travail, votre dossier de contrôle avec les données du client en lui faisant comprendre que vous êtes soumis au secret professionnel. Sinon, à ce moment-là, il se prend un comptable en interne. On a fait ça, on a un petit guide, si vous le souhaitez, on l'avait mis en place il y a 2-3 ans et on l'avait fait en collaboration. Vous savez qu'à l'Ordre, il y a le club DAF externalisé, on l'avait fait en collaboration avec l'Ordre pour cette mission-là de DAF externalisé, mais vous comprenez que le principe reste le même pour d'autres missions. Après, donc une autre question sur le fait d'être dans des structures dans lesquelles vous auriez qu'une part ou quelque part et que vous n'exercez pas, c'est-à-dire que vous êtes associé éventuellement du cabinet, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété la question, c'est le principe. Vous êtes dans d'autres structures, mais vous n'exercez pas, vous ne signez pas en tant que tel. Est-ce que les autres confrères et consoeurs du cabinet sont contrôlés? Non, en fait, à partir du moment où vous êtes dans une structure et que vous êtes associé dans une structure et que vous n'exercez pas, la structure, le dirigeant de la structure vous fait une attestation en disant que vous n'exercez pas, vous ne signez pas en fait en votre nom des missions dans cette structure-là. Et dans ces cas-là, le contrôle ne va pas plus loin pour cette structure. D'accord ? Donc, ça s'arrête vraiment dans les activités aux autres associés, aux autres experts comptables, si vous exercez dans la structure. En cas de sous-traitance de mission, un contrat de sous-traitance formalisé est-il attendu? Oui, bien évidemment. Sur notre site, vous savez qu'on a une plateforme de co-traitance. Alors, sous-traitance, enfin moi je dis pas sous-traitance, je dis co-traitance. On parle de travailler avec un autre expert comptable. Je n'évoque pas là ce soir le thème de la sous-traitance qui est un thème compliqué et important. Donc moi je vous parle que de co-traitance. Nous avons une plateforme ici à Paris de co-traitance qui s'appelle Bibzi et dedans il y a un modèle de contrat de co-traitance. Alors je vais enlever modèle parce que c'est pas le terme approprié. Un exemple
de contrat de co-traitance, tout comme les lettres de mission ne sont pas des modèles, ce sont des exemples. Dans CAP, sur la performance, il y a des modèles aussi. Oh là là, je suis fatiguée, mais j'ai animé ce matin. Des exemples aussi de lettres de mission. Je suis contrôlée personnellement, mais je suis expert comptable salarié. Spécificité, la structure va-t-elle aussi être contrôlée? On a déjà répondu, c'est Oui, bien sûr. oui. J'ai commencé mon activité fin 2023 et je n'ai pas de clients avec des missions normées au 31 décembre 2023. Alors, qui porte le contrôle? Alors après, tout dépend de ce qu'on entend par je n'ai pas de mission normée. Si c'est la mission de présentation, sachant que cette mission n'est pas obligatoire pour les dossiers, on peut tout à fait faire des missions de tenue et de préparation des comptes sans être sous une mission de présentation. Donc la question, je ne sais pas dans quel sens elle est. Si vous avez donc, c'était quoi? J'ai commencé mon activité fin 2023. Donc, alors après, effectivement, alors là, ça sera peut-être à voir au cas par cas, mais si l'activité a commencé fin 2023, s'il n'y a pas de mission, s'il n'y a pas de client, etc., on prendra probablement la décision de reporter, de laisser un an quand même. Oui. Je ne sais pas si Nicolas l'a été. Peut-être plus se retourner, enfin se rapprocher de l'ordre pour préciser. Quand je vous dis qu'on sélectionne en fait les experts comptables qui exercent depuis moins de 5 ans, en fait, c'est pas exercés et sont inscrits à l'ordre. Donc il y a cette petite nuance parce qu'en fait on n'a pas on n'a pas la connaissance en fait réellement du début d'exercice d'activité professionnelle. Nous n'avons la connaissance que la date d'inscription à l'ordre. Donc vous pourriez bénéficier d'un contrôle qualité et avoir commencé que depuis 6 mois. À ce moment-là, on étudie vos remarques et au lieu de venir tout de suite, on reviendra dans 2 ans. Ensuite. Le contrôleur a-t-il un nombre précis de dossiers clients à contrôler? Un contrôleur qualité s'occupe de 4 à 5 contrôles qualité. J'ai bien compris que c'était pas la question, mais l'après-midi, en fait, vous avez un questionnaire structurel et après, il y a des questionnaires techniques. Je sens que tu as envie de répondre. Ah bon, d'accord. Non, ok. bien sûr. Alors, on n'est pas limité. Il est recommandé de faire un contrôle technique sur 2 dossiers. Mais quand on fait le contrôle, on n'est pas limité. Contrôle technique, ça veut dire qu'on va aller regarder le dossier de travail d'un de vos clients. Tout à fait. En fait, on va aller contrôler ce qu'il y a eu dans le structurel ou ce qu'on a constaté le matin dans le structurel. On va aller vérifier dans les dossiers techniques. C'est le descriptif de votre cabinet. Voilà. Et donc, dans ces dossiers techniques, on est fortement recommandé de ne prendre que 2 dossiers. En général, c'est suffisant pour faire des constats. Par contre, si on a une anomalie, on va ouvrir un questionnaire transversal et on va aller regarder le point en anomalie sur plusieurs dossiers. On va étendre notre scope. Alors, pour le coup, on fait de l'échantillonnage d'audit. Donc, on va aller augmenter notre scope. Vous avez une anomalie d'aide de mission, on va en prendre 10. Puis après, 10 de plus avant de faire un premier constat. Si dans le contrôle structurel, vous répondez « Oui, j'ai des lettres de mission partout ». Mise à jour tout le temps. Super. Mise à jour tout le temps. Boum, on pioche un dossier. Il n'y a pas de lettre de mission. Ou alors la lettre de mission, elle a 15 ans. Et les honoraires dans la lettre de mission étaient en francs. C'est en francs. Et bon, vous comprenez que là, on a un petit décalage entre ce que vous avez déclaré et la réalité. Et là, peut-être qu'on ira voir d'autres dossiers. L'autodiagnostic n'est pas bien adapté à l'exercice en solitaire. Bon, merci beaucoup, Patrick. L'autodiagnostic est là pour vous aider. Si ça ne convient pas, je dirais. Bah, non, mais on peut l'améliorer, on va le noter. Oui, non, mais je veux dire, il n'est pas obligatoire en tant que tel. Oui. Donc, du coup, j'ai rempli l'autodiagnostic de conformité. Comment obtenir le rapport et les préconisations? Bon, ça, je vous propose de nous envoyer un mail et puis on vous répondra, on vous donnera la petite manip. J'ai un associé dans ma société mais qui n'exerce pas dans ma structure. Sera-t-il contrôlé dans sa propre structure? Non. Voilà. Alors, dans le sens inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous êtes dans une structure et pas contrôlé, du coup, vous ne serez pas contrôlé et les autres non plus. Bah, là, c'était la situation inverse. On a déjà sur quel exercice bilan client s'effectuent les contrôles? Eh bien, sur cela. C'est pour ça qu'on fait ce petite réunion en janvier. Donc là, vous nous faites des dossiers super nickel, pile poil, et on les regardera avec bienveillance.
en septembre. Allez-y, on va répéter la question après, je vous en prie. Alors, on n'est pas l'administration fiscale. Il n'y a pas de prescription, je vous rassure. Alors, je vais reposer la question. Attends, on va reformuler la question. Est-ce qu'une anomalie sur l'exercice 2023 au niveau du contrôle technique va déboucher sur une extension du contrôle sur les exercices précédents? Il n'y a pas de notion d'exercice. Il y a juste la notion de dossier d'anomalie. Vous l'avez sur l'année 2023. Le point, c'est on va vous améliorer. On va vous aider à vous améliorer en faisant la recommandation. Peu importe ce qui s'est passé sur les autres années, on ne va pas étendre. La fin d'un contrôle, vous avez 2 catégories de remarques. Soit ça s'appelle observation, qui sont des manquements graves et répétés. Donc là, si sur ce dossier 31 décembre 2023, on se rend compte d'un truc super grave. Alors, c'est quoi un truc super grave aussi, donc. Oui. Absence de lab. Non, peut-être une précision par rapport à votre remarque, c'est que lorsqu'on va rentrer dans le dossier, quand on abordera le sujet, c'est que on ne retourne pas sur le dossier jusqu'au point de nous refaire notre propre opinion pour savoir si vous avez avorté aussi la bonne. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le dossier jusqu'au bout du dossier. Donc, l'anomalie que l'on pourrait déceler, c'est on va la voir. Après, on peut se dire, au vu de tout le reste, de tout ce qu'on a pu voir tout au long de la journée, est-ce que c'est un loupé ou est-ce que potentiellement, et à ce moment-là, ça déboucherait peut-être plus sur un transversal quelque part en se disant, attends, ce point-là, finalement, oui, par rapport à ce qu'il m'a dit, peut-être qu'on peut l'avoir sur tous les dossiers. Donc, on va peut-être regarder d'autres dossiers. Nous, effectivement, regarder 2 dossiers, je dirais à minima. Après, on va peut-être regarder d'autres dossiers, mais on ne refait pas l'opinion que vous avez mise pour voir si nous, derrière, on aurait mis la bonne. Concrètement parlant, on ne va pas regarder si vous avez fait le contrôle TVA du client. On est dans la normalisation, on n'est pas dans la qualité technique. C'est un client dans le bâtiment ou une boulangerie avec des espèces, on va s'interroger sur est-ce que vous vous êtes interrogé en matière de risque lab. C'est ça qu'on va faire. Et vous savez que pour chaque dossier client, vous avez une obligation de vous interroger sur le risque lab. Classification, vous savez, ARPEC, là, qui veut dire… Ah, mais en fait… c'est l'analyse des risques, exactement. Analyse des risques, la profession d'expert comptable. L'ARPEC, heureusement que j'ai Catherine là qui est au premier rang, c'est top. Donc, si c'est un client dans le bâtiment, si il y a pas mal d'espèces et que vous ne vous êtes pas interrogé, on va aller voir sur un autre dossier et là, ça s'appelle une observation, un manquement grave et répété. Quand vous avez une observation, on revient les années d'après. C'est pas qu'on va aller contrôler vos dossiers d'avant. C'est que là, c'est une histoire de pratique professionnelle. On revient pour voir si vous le faites. Alors, on revient ou on ne revient pas parce que là, depuis 2 ans, on a mis un nouveau process en place qui s'appelle le suivi des observations. Donc, si vous avez une observation dans votre synthèse, dans votre rapport de synthèse que vous allez recevoir en décembre 2024, vous allez voir dans la lettre, il y a marqué qu'on va vous demander votre plan d'action. Et donc, en mai 2025 ou en juin 2025, vous allez être sollicité pour nous expliquer qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de process pour maintenant vous interroger systématiquement sur le niveau de risque lab si on est dans cette case-là. C'est en ça que j'appelle on vous protège, on améliore vos pratiques. Vous voyez, c'est pas du flicage. Si vous nous répondez j'ai mis ça ou ça en place, on discute entre nous. Après, on revient vous voir 3 ou 4 ans après. Mais en gros, c'est pour vous parce que la brigade financière qui débarque, si vous n'avez pas répondu à ces obligations-là, vous serez mal. Alors, les bilans, après… La question de Cécile, je pense qu'on va y répondre au travers des différentes diapositives qui suivent. Alors,
si on se pose maintenant sur le déroulement même du contrôle qualité. Oui. Merci. Vous avez insisté sur la notion lab. Donc moi, j'ai bénéficié ou subi, comme a dit tout à l'heure Virginie, un contrôle spécifique lutte blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, puisqu'il avait été réalisé par Aurélie Azria Partouche, qui était une des rédactrices, je crois, de la norme, etc. Bon, je n'ai pas eu d'observation particulière. Vous avez contrôlé une société du bâtiment et une société de la restauration. Est-ce que c'est des éléments que vous prenez en compte dans le cadre de votre contrôle ou pas? Oui, de toute façon, au niveau niveau de synthèse qu'elle avait réalisée. Non, alors, parce on qu'on ne l'a compte du pas. rapport. Hein. Non, On sait que vous avez, oui, on sait que vous avez eu un contrôle spécifique. On sait, Virginie. Ah bon? On sait que vous avez eu un contrôle spécifique lab parce que ça nous est communiqué. Il n'y a que moi qui le sais. Non, ça nous est... non, c'est pas les... Ah bon, d'accord, voilà. On sait parce que ça nous est communiqué par le CNO que vous avez bénéficié, subi, été traumatisé par un contrôle spécifique lab. Et du coup, on a un contrôle très allégé sur la lab dans votre cabinet dans ce cas-là. Donc, ce fameux contrôle lab, on peut en parler 2 secondes. Vous savez que l'année dernière, vous avez rempli le questionnaire lab estampillé ARPEC, où on vous a demandé de nous classifier votre clientèle. Est-ce que vous avez beaucoup de tubes transfrontalières? Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui manipulent des espèces? Est-ce que vous avez beaucoup de clients qui ont des comptes courants avec des gros montants entre la boîte et les comptes courants? Enfin bref, tout ça, vous avez répondu. Ces réponses-là sont analysées par le Conseil national de l'ordre et en fonction de ces réponses-là, je crois que c'est à peu près 300 experts comptables sont contrôlés tous les ans dans la case contrôle lab par des contrôleurs lab qui sont formés par le Conseil national de l'ordre. Il y a aussi dans le questionnaire beaucoup d'histoires de comptes de partis politiques. Et là, je crois que tous ceux qui ont fait des comptes de campagne ont été contrôlés dans le cadre de ce contrôle lab qui a une particularité différente. Et d'ailleurs, ce contrôle lab au niveau national se déroule de 2 manières différentes. Il peut y avoir un contrôle sur pièce, il peut y avoir un contrôle sur place. Voilà pour ce contrôle lab, mais qui n'est pas du tout notre sujet parce que nous, on est au niveau contrôle qualité. Alors, sur le déroulement du contrôle, alors voilà, Virginie a déjà évoqué, mais je vais apporter quelques précisions. Donc, le principe, c'est que vous avez, ceux qui vont bénéficier du contrôle à partir de la prochaine campagne ont déjà reçu leur notification. C'est une pré-notification, c'est un préavis. Et c'est important parce qu'en fait, on entend encore la question qui est posée. Certains peuvent avoir connu le fait de pouvoir reporter quand on avait une convocation au contrôle qualité. On disait, je m'inscris, je fais une formation et je reporte d'1 an le contrôle. Ça n'est plus organisé de cette manière-là. Et donc, le préavis que vous avez reçu là vous permet justement, puisque vous l'avez reçu fin d'année, vous permet, pendant ces 6 mois qui arrivent, d'anticiper, pas de préparer, mais d'anticiper ces contrôles le process précédent, c'était on vous écrivait genre en février-mars et vous étiez contrôlé en septembre. Là, on vous prévient en octobre de l'année passée que vous serez contrôlé 1 an après. Donc, le report à 1 an, en fait, n'a plus lieu d'être étant donné que de toute manière, vous êtes prévenu 1 an avant. Donc ça, c'est important à avoir en tête. À partir de mai, vous allez recevoir, entre guillemets, la convocation officielle du contrôle et vous aurez 30 jours à compter de la date de la réception ou du courrier pour répondre et pour renvoyer votre questionnaire préparatoire. Donc ça, c'est très important. Le questionnaire préparatoire, c'est celui qui permet de prendre connaissance par le contrôleur du cabinet dans lequel on va intervenir. Vous avez 30 jours. Là, quand Virginie rappelait les règles et de se tenir au délai, ce délai-là, il faut s'y tenir. 30 jours pour remplir ce questionnaire, quand Stéphane dit qu'il en faut 1 heure, effectivement, ça laisse largement le temps pour remplir ce questionnaire-là. Vous allez voir, on va revenir dessus, on ne demande pas non plus de creuser énormément dans les données du cabinet. Donc, il faut vraiment se tenir à ça. À partir de là, en fait, c'est là où la phase officielle commence et c'est là où le contrôle... Non, pas encore d'ailleurs. Mais en tous les cas, voilà, vous avez 30 jours. Alors, ces courriers sont envoyés quand même
période fiscale, entre guillemets, donc à partir du lendemain du dépôt des déclarations fiscales, pour vous laisser le temps de souffler quand même. Voilà, donc on tient compte de ça et à partir de là, vous avez 30 jours pour répondre à ce questionnaire. Non, mais on vous l'envoie le vendredi pour que vous puissiez passer un bon week-end. Bon. Oui, non, mais je vois effectivement la demande, puisque avec ce courrier-là, c'est important, puisque vous avez les informations sur le contrôleur, sur le superviseur qui a été affecté. Donc, si vous avez des questions sur le contrôleur, si vous souhaitez récuser le contrôleur parce que il était sur un de vos dossiers, parce que pour diverses raisons, si vous souhaitez, vous avez le droit de récuser, de demander un autre contrôleur. D'accord ? Donc, il ne faut pas... vous faites la demande auprès de l'ordre et vous prenez contact pour demander un autre contrôleur, c'est tout à fait possible. Si vous avez des difficultés pour remplir ce fameux questionnaire préparatoire, vous pouvez parfaitement appeler, écrire au contrôleur pour qu'il vous donne un petit coup de main. Et vérifiez bien les spams au mois de mai, puisque c'est de l'envoi en nombre. Et donc, on a parfois des notifications qui arrivent dans les spams. Et donc, le contrôlé nous dit bah, j'ai pas eu, puis il finit par retrouver dans les spams, notamment chez Orange, je crois. Je ne suis pas catégorique dessus. Tout ça, on en a parlé, on passe. Ok. C'est parti. Allez, questionnaire préparatoire. Comment remplir? Eh ben, il nous reste moins d'une heure, vous allez voir qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on répond à Cécile qui était perdue sur un truc, là? Après? D'accord. Alors, en grande phase, le questionnaire préparatoire va porter sur organisation du cabinet, personnel. Je m'arrête sur le personnel. Quand on vous demande un tableau Excel, vous allez voir, qui se réimporte. Et quand je dis il faut 2 minutes pour le remplir, vous prenez les cotisations que vous avez remplies pour le mois de mars et vous remettez le même effectif que sur les cotisations. Le travail a déjà été fait, hein, donc n'allez pas le réinventer. Même s'il y a quelqu'un qui est arrivé ou qui est parti, ça se fait très, très, très vite. Donc, il n'y a aucun problème. Maintien de la compétence, on ne vous demande pas un nombre d'heures de formation. Je sais qu'il est recommandé sur le site de l'Ordre des experts comptables de faire 20 heures. C'est une recommandation. On n'est pas au niveau de la compagnie, des commissaires aux comptes. C'est un maintien de la compétence en général. Donc, si vous avez fait vos formations sur les dernières années, que vous avez des attestations parfaites, faites un tableau. Si vous êtes inscrit à la compagnie, c'est encore plus simple. Vous joignez le tableau de vos formations compagnie. C'est plus facile. Hein, vous n'êtes pas obligé d'en réinventer. Hein. Clientèle, mission, vous allez voir que dans la clientèle, on vous demande effectivement aussi une classification du type de mission et d'honoraires. Vous êtes chef d'entreprise? Qui ne connaît pas dans son cabinet le nombre de clients qu'il a et les honoraires? Prenez le dernier bilan, hein, puis vous regardez combien vous avez d'honoraires. Et puis après, vous décomposez les missions. Ce n'est pas de l'exactitude. Globalement, quand on vous demande combien il y a de missions de présentation, si vous nous mettez 70 et que c'est 100, ça ne changera rien au niveau de la typologie du contrôle. C'est à ce niveau-là qu'on nous demande les 5 plus gros clients. À un moment oui, donné. c'est aussi à ce niveau-là qu'on demande les 5 plus gros clients. Vous n'êtes pas tenu de mettre les noms, vous pouvez mettre des codes si vous voulez. Ça permet de voir la typologie à nouveau du cabinet. Hein. C'est juste savoir, vous faites 400 000 euros de chiffre d'affaires, dont 200 000 avec un seul client. Ça nous cible une partie du risque que vous pouvez avoir. D'accord. Méthode de travail, même principe. Là, c'est aussi du descriptif. Hein, globalement, vous avez de l'informatique, vous avez un dossier de travail, comment c'est fait. Et puis après, il y a, je crois, dans les autres questions, mais délégation, supervision, comment vous matérialisez cette supervision des travaux des contrôleurs, des collaborateurs. Pardon. Ah, mais comment ça, on les reprend un par un? Non, alors quelques précisions sur le questionnaire préparatoire pour que ça soit clair pour tout le monde. Ce questionnaire, effectivement, il va vous être demandé d'être rempli. C'est très important quand même d'avoir connaissance de ça. Mais comme disait Stéphane, c'est aussi parce que souvent les gens mettent du temps à y répondre. C'est qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre. Quand on dit le chiffre d'affaires, quand on dit la formation, quand on dit la formation des collaborateurs, les 5 plus gros clients, etc., ils n'ont pas les informations systématiquement. C'est important de vous rappeler que ce n'est pas à l'euro près. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit oui, alors attention, parce que j'ai mis un chiffre d'affaires, mais alors celui-ci, c'est à l'encaissement parce que je suis en BNC, mais du coup, mais j'ai d'autres missions qui sont. Voilà, on n'est pas à l'euro près, c'est très important. Donc, il faut que ça nous donne un aperçu si c'est 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 de chiffre d'affaires.
Et pareil pour les typologies de clients, mettez un maximum d'informations dont vous avez connaissance. Et en même temps, ça permet de voir aussi ça vous permet de vous poser des questions aussi, de voir comment vous êtes organisé par rapport à ça, combien de temps vous mettez aussi à récupérer, je dirais, ces informations qui sont a priori connues dans un Est-ce qu'il est possible d'éteindre le téléphone? Merci. Donc, c'est très important de prendre ce questionnaire-là comme un point d'entrée, mais pas une exactitude et pas une précision vraiment du niveau le plus pointillé personnel, possible. on l'a vu. Surtout, on n'ira pas pointer. Hein. Le chiffre d'affaires, les effectifs, etc., on n'ira pas pointer. On n'ira pas prendre vos bilans pour voir si c'est bon. Hein. Donc, c'est à nouveau pour nous prendre connaissance de la typologie de cabinet. Donc, maintien de la compétence, c'est la norme qui s'impose. Il n'y a pas d'obligation d'heures de formation. La norme, c'est maintien de la compétence. Vous êtes spécialisé en boulangerie. J'espère qu'à un moment donné, vous avez fait des formations boulangerie. Vous êtes sur les cryptoactifs. Vous avez des formations cryptoactives. Vous êtes, c'est ça qu'on ira voir. Ça, c'est important. Enfin, le maintien de la compétence, effectivement, pour le professionnel ou pour les collaborateurs, c'est important là aussi, hein, pour vous d'une manière générale. D'une manière générale, on est formé, on a les lois de finances, on a tout ça. Mais nous, ce qu'on regarde aussi, c'est si vous avez des dossiers, des activités spécifiques, et on regarde qui intervient. Enfin, on regarde au cours de l'échange, etc., qui va intervenir sur ces dossiers et comment est-ce que vous êtes formé. Lorsque ça m'arrive même à titre dans le cabinet d'avoir des experts comptables qui prennent un dossier association, qui ne se forment pas, qui ne savent pas le gérer, qui font intervenir un collaborateur mais qui ne connaît pas très bien les associations, etc. Donc ça, c'est quand même important pour vous, d'une manière générale, de vous assurer que le niveau de formation de l'équipe intervenant est adapté par rapport à la spécificité des dossiers. Donc, on a beau avoir une mission traditionnelle d'expertise comptable, si derrière, on ne fait pas la formation spécifique, ça peut porter préjudice. Donc, on regardera quand même ces points-là. Donc, méthode de travail, on en a parlé un tout petit peu, hein, c'est globalement comment le cabinet va travailler, comment le cabinet va s'assurer que la lab est mise en place sur son dossier, et puis comment la supervision est exercée au sein du cabinet. Alors, on rappelle un tout petit peu, hein, supervision ne veut pas dire que vous allez marquer toutes les feuilles de travail. Ce n'est pas ça la supervision. La supervision, c'est comment je vais mettre en place des procédures pour m'assurer que les missions qui me sont confiées sont exécutées dans les délais qui sont impartis par les missions qui me sont confiées. Donc, ma supervision, c'est j'ai un tableau qui me permet de vérifier que toutes mes déclarations de TVA sont envoyées. Comment je l'ai ce tableau, je ne l'ai pas. C'est ça la supervision. Ce n'est pas marquer les feuilles de travail. On a parfois eu des confrères contrôlés qui nous disaient « Ah bah, j'ai visé toutes les feuilles de travail sur les dossiers que vous arriviez. » Si vous voulez. Mais vous avez une tendinite. Faites-vous au moins un tampon la prochaine fois, parce que ça ne nous servira à rien. Donc, c'est pas ça. Hein. Donc, là, on parle de c'est feuilles, la surinterprétation. mais il y a des dossiers de révision dans les outils de production qui sont proposés aujourd'hui. Donc, est-ce que le superviseur a tagué parce qu'il a supervisé, etc., etc. N'allez pas changer vos habitudes. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que dit Virginie, vous avez des outils aujourd'hui que vous utilisez. N'allez pas changer l'outil ou l'utilisation de l'outil pour les besoins du contrôle. Vous utilisez le dossier ACD expertise comptable. Vous avez les collaborateurs dans une colonne qui vont typer avec leurs initiales les cycles qu'ils ont faits. Et vous, en tant que superviseur, vous ou la personne qui supervise d'ailleurs, va elle-même avec son contrôle S mettre ses initiales pour dire que c'est supervisé. C'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'imprimer autre chose. Vous n'imprimez rien. Si vous le gardez habituellement, vous le conservez. Si vous ne le conservez pas et qu'on a besoin de vérifier la supervision, on vous demande le dossier, comment c'est fait. Donc, les documents en matière de lab, hein, on y va. Pièce d'identité, bénéficiaire effectif. Oui, donc récupérer. Alors, on insiste un tout petit peu, mais c'est connu maintenant. Le RBE est disponible pour tous les confrères sur la partie privée du CNO. Quand vous allez sur la partie privée, vous allez dans ma lab. Et vous pouvez aller récupérer, là où vous avez rempli d'ailleurs votre questionnaire d'exposition au risque, vous pouvez récupérer les RBE de tous vos clients. Alors, il faut à chaque fois renseigner le numéro SIRET et certifier que c'est dans le cadre de votre exercice professionnel. Mais vous pouvez registre des bénéficiaires effectifs.
D'accord. Et puis, bien sûr, vous avez fait une classification qui est par risque, donc globalement qui va induire risque faible, moyen ou élevé, et puis vigilance standard ou renforcée. Vous avez des questionnaires d'ailleurs disponibles dans Cap Performance. Vous avez des outils aussi qui aident, type Quanta, qui aident à faire cette classification. C'est très important. Pas pour l'ordre, en réalité, c'est vraiment important pour vos cabinets et nos cabinets, parce que une autorité judiciaire qui nous met en cause sur la lab, les sanctions sont très dissuasives. Et bien évidemment, on vous demandera le manuel d'organisation du cabinet. Donc, si vous exercez tout seul, bien évidemment, ça sera assez light. Et ce manuel cabinet, vous avez là d'afficher l'endroit où vous pouvez le trouver. Il y a un exemple et vous en faites ce que vous voulez. Je vous conseille, si vous travaillez tout seul, de marquer peut-être dans votre manuel cabinet vos codes en proprement goût, vous d'être entreprise ou tous vos codes qui pourraient vous permettre, qui pourraient nous permettre, si vous étiez dans l'incapacité de faire votre job, qui pourrait permettre à celui qui pourrait passer derrière vous de faire les TVA de vos clients, etc., etc. Alors, il y a plus sécurisé que le mettre dans mon manuel cabinet.fr. L'ordre est exactement là. Je suis content que voilà, j'ai mis quelques copains dans la salle, ça fait style genre comme ça, on connaît les outils de l'ordre. Sérénité Pro, c'est une plateforme qu'on paye pour vous. Qui vous permet d'aller y protéger votre exercice professionnel. C'est un coffre-fort en fait où vous pouvez y mettre tous vos codes. Vous pouvez y stocker votre mandat d'assistance. Vous savez, quand vous vous inscrivez à l'ordre, on vous demande à un moment donné de nous donner le nom d'un confrère ou d'une consoeur qui pourrait vous remplacer en cas de défaillance. Peut-être que ce que vous avez déclaré il y a 30 ans, c'est peut-être plus valable. Voilà. Donc, si vous avez envie de le mettre dans Sérénité Pro, on est en train de dealer avec Sérénité Pro pour savoir si vous avez un Sérénité Pro, non pas pour avoir vos informations confidentielles, mais pour savoir surtout pour que votre famille le sache et puisse nous le dire et nous autorise à ce moment-là à être là et vous assister. On a fait un super guide à ce moment-là, on vous l'enverra sur toute l'assistance qu'il y a à l'ordre, là, en cas de problématique. Je ne sais plus comment s'appelle ce guide. Continuez votre activité, on vous parle de Sérénité Pro, on vous parle du mandat d'assistance, on vous parle de tout ce que vous pouvez mettre en place pour protéger votre activité si vous exercez seul. On a eu le cas pendant le Covid des experts comptables qui étaient hospitalisés et puis on ne pouvait pas faire les TVA. Voilà. Une question qui avait été posée, et ça me fait penser à ça, sur la lab, là, la personne disait qu'elle changeait de logiciel à partir de 2024 et qu'elle avait sous l'ancienne méthode, je crois que c'était sur Excel, tout son questionnaire lab. Alors d'une part, il n'y a pas de logiciel à avoir spécifiquement. L'idée, c'est d'avoir un questionnaire et de remplir ses obligations par rapport à ça. Mais d'une manière générale, si au moment du contrôle, en fait, on s'aperçoit que entre l'année 2023 et celle où on est en train de vous contrôler en 2024, en mai, en juin, juillet, etc., et que entre-temps, vous avez changé votre méthode adaptée parce que vous êtes rendu compte d'une anomalie ou d'une faiblesse, etc., et que vous avez fait évoluer vos procédures, on en tiendra compte aussi dans le rapport en disant, attention, oui, c'était mal fait, pas bien fait, etc., mais aujourd'hui, on nous a montré que, c'est pour ça que le millésime, si vous voulez, de dire c'est que 2023, pas 2024, etc., c'est un ensemble. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte de voir si le confrère a pris conscience des risques éventuels auquel il est exposé et s'il a pris des mesures pour se prémunir contre ça. Donc, on ne s'arrêtera pas au millésime 2023. Si on voit une faiblesse, à la limite, et que vous nous prouvez qu'entre-temps, ça s'est résorbé, on en tiendra compte dans le rapport final. Bien sûr. L'objectif, c'est vraiment la sécurisation de vos pratiques. Donc, on n'est pas là, ce n'est pas du flicage à la mode contrôle fiscaux. Alors, le contrôle sur place… Juste une petite chose, là, c'est du dossier permanent, donc on ne revient pas dessus annuellement. Il nous reste un quart d'heure. On est capable de faire ça en un quart d'heure ou pas? Ça dépend combien de temps tu parles.
Moi, Ou je, je parle. moi, je dis rien là. Ouais. Oui, mais enfin, il me semble On que apprécie dans le la risque LAT, global, en fait. Le questionnaire de classification n'est pas nécessairement annuel. En fait, le process de maintien de la mission s'applique quand on a un doute. Il ne s'applique pas du tout systématiquement à tous les dossiers du cabinet. Lorsqu'on a un doute sur un client et qu'on s'interroge sur le maintien de la mission. Alors moi, j'adore dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il me semble prudent de se séparer du client et on peut. Et lorsque c'est marqué dans les lettres de mission, vous avez le droit à un moment donné de dire au client j'arrête là. Évidemment, vous ne le faites pas du jour au lendemain. Évidemment, vous ne le mettez pas dans la patate. Mais quand on est entre professionnels responsables, on dit bon, moi, je veux plus bosser sur ton cabinet, enfin sur ton entreprise. Tes recettes de restaurant, j'ai rien. Ça fait 4 ans que je te demande d'avoir une caisse électronique, tu l'as pas. Enfin, moi, je m'épuise, etc. J'arrête, stop. Merci beaucoup. Je garde le dossier tant que tu n'as pas trouvé d'expert comptable. Dès que je te laisse 3 mois pour trouver un expert comptable, et puis voilà. Et on fait les choses bien. Comme ça, vous n'encombrez pas, s'il vous plaît, nos services litiges qui sont particulièrement encombrés. Voilà, je sais pas pourquoi je disais ça, mais en fait, là, j'ai pris 4 minutes et je vais me faire gronder. Non, c'est rien, c'est rien. Bah, le contrôle sur place, on n'a plus que 3 minutes pour le faire. Voilà. Donc, on arrive le matin en super forme. On propose un petit café à son contrôleur préféré. Non, pas de pot de vin. Non, mais un café. Non, jamais. Non, c'est pas vrai, c'est juste parce que je bois pas de café. Mais c'est le bienvenu. Aucun problème. À nouveau, on est dans du confraternel. Hein. La seule chose qui est importante, c'est démystifier un tout petit peu le contrôle, ne serait-ce que effectivement le café, ça aide un tout petit peu à décontracter tout le monde. Donc, contrôle structurel, ça veut dire que le matin, on va s'intéresser à la manière dont vous avez rempli votre questionnaire préparatoire. On va le redescendre avec vous, quitte à refaire des contrôles de substance sur le questionnaire préparatoire. Mais vous nous avez déclaré que votre lettre de faite systématiquement, mise à jour, etc. Et vous nous avez donné un modèle qui nous convient. Parfait. On ne va pas plus loin. Alors, Stéphane, peut-être effectivement. Donc, il y a une troisième partie. Il y a 2 parties, je dirais, officielles dans le cadre du contrôle qualité, qui sont le contrôle structurel et le contrôle technique. Et ensuite, il y a la partie mise en place par l'ordre à Paris qui concerne plus la performance du cabinet. On y reviendra. La partie structurelle, c'est l'organisation du cabinet en général. D'accord ? Comment vous êtes organisé, quelles sont vos procédures, comment vous avez mis en place vos lettres de mission, vos questionnaires, etc. Dans l'ensemble, sur le cabinet. La partie technique, ça va être effectivement la sélection de dossiers spécifiques où, une fois qu'on a regardé ce que vous nous avez dit, comment vous êtes organisé, ben on va regarder si c'est bien appliqué sur place sur les dossiers. D'accord ? En théorie, on prend 1 ou 2 dossiers techniques. Il y avait une question à un moment il y avait une question effectivement donné. sur comment est-ce qu'on les sélectionne au hasard. Parfois, par rapport aux spécificités des missions. Aussi, s'il y a des missions qui sont peut-être plus à risque ou plus spécifiques, je sais que voilà, si vous avez des activités, c'est là où je parlais par rapport à la formation, par rapport à ce que vous faites sur le dossier, comment est-ce que vous maîtrisez le dossier. Vous avez une agence de voyage, c'est assez spécifique. Sans nous aller refaire le contrôle du dossier, on va regarder comment vous l'avez abordé. Est-ce que vous êtes formé dessus? Est-ce que vous faites la TVA sur la marge? Est-ce que si? Est-ce que ça? Quelles sont les questions que vous êtes posées pour voir si la spécificité du dossier, parce que c'est ça qu'on... On va pas contrôler le contrôle TVA. Non. En revanche, on va regarder l'approche du dossier qui a été faite. Cher consoeur. Vous avez dit que tous les types de missions sont contrôlables, sauf 3 que vous avez cités. Je fais de la conciliation pour l'ordre. Est-ce que si j'ai un contrôle qualité, vous regardez quelque chose là-dessus ou pas? Non, ce n'est pas du tout une mission. Vous faites de la conciliation avec, avec Denis dans la commission. Oui. Non, ce n'est pas une mission d'expertise comptable. Là, vous intervenez comme ponctuellement à l'ordre, et donc vous avez quelques petits dossiers. Mais non. Oui. Oui, mais à nouveau, la paie n'est pas une profession réglementée. Si vous l'avez dans une structure annexe qui n'est pas filiale du cabinet d'expertise comptable, on ne la regardera pas. Oui. Non, si elle n'est pas sous-traitée, même principe. Ce n'est pas de la co-traitance, mais à partir du moment où
Si on porte la mission, oui, bien sûr. Oui, Dès qu'on parce que porte dans la mission, on regarde. mission, Attention. c'est dessus, mais c'est un cabinet qui facture. Oui, oui. Dès Donc qu'on là, porte vous la allez mission, faire- c'est une mission du cabinet d'expertise comptable. Le fait qu'on ne la réalise pas techniquement n'empêche pas que le cabinet d'expertise comptable a une mission vis-à-vis de son client. À partir de là, on doit attendre à trouver les spécificités techniques dans le dossier de travail. Et on va regarder comment vous avez supervisé la mission. Comment vous avez supervisé la mission. Vous donnez une paye à sous-traiter, il n'y a aucun problème. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez au moins… Un confrère, c'est pas sous-traitant d'un cabinet. Peu importe que ce soit un confrère ou un faiseur de paye. vous avez conservé la mission. Vous donnez, alors pour citer ADP par exemple, mais vous donnez vos payes chez ADP, chez Rue de la Paye, ou je ne sais plus comment il s'appelle, enfin un faiseur de paye. Vous avez dans votre lettre de mission, vous établissez les payes et vous avez choisi un moyen technique en délégation d'un faiseur de paye, vous êtes contrôlable sur cette mission-là. Vous en avez gardé la responsabilité. Peu importe s'il est expert comptable. Ah oui. Parce que je ne parle pas d'ADP, je ne parle pas du faiseur de paye, je parle d'un expert comptable. Un expert comptable à qui vous avez délégué en sous-traitance la paye, vous avez gardé la responsabilité de la paye, c'est chez vous qu'on va les contrôler. D'accord. On la contrôlera peut-être un jour chez l'expert comptable d'ailleurs qui a la mission de délégation. Comment sont choisis les dossiers contrôlés? Quand même, souvent, vous prenez un des 5 premiers dossiers. Quand même. En fait, il y a plusieurs pratiques. Okay. Bon. On laisse le confrère choisir le premier dossier, on prend le deuxième. Et après, voilà, on a de la chance, on est des auditeurs. Question. Non, pas du tout. Non, juste une liste. Juste une liste. Il n'y a aucune obligation de présenter tous les dossiers du cabinet, d'autant plus que on est moderne, on est dématérialisé, on n'a plus de papier. Non, je blague, mais on peut avoir du papier, mais vous ne présentez rien du tout avant que le contrôleur vous ait demandé. Et en général, avant, vous vous êtes mis d'accord d'ailleurs sur la typologie de sélection de dossiers. Et il va vous dire, tenez, enfin, dans mon cas présent, je vous dis, vous sélectionnez le premier dossier, puis on prendra le deuxième en fonction de ce qu'on aura trouvé ou pas dans le structurel ou de votre activité principale, voire vous sélectionnez les deux. Oui. Tu n'as jamais de compte, enfin, tu n'es pas obligé d'avoir de compte de chiffre d'affaires dans ta propre comptabilité. Par contre, tu sais combien ta mission de présentation, si tu as 300 dossiers en mission de présentation et puis que derrière, tu as en plus de la tenue comptable, c'est des missions accessoires derrière, mais tu as 300 missions. Enfin, tu as 300 dossiers et 600 missions peut-être éventuellement. Sur l'organisation, sur le matin, peut-être une question, un point. Moi, je voudrais aborder la performance, messieurs. Là. Aucun intérêt dans le non, mais alors, on va avancer effectivement, mais le matin, c'est vraiment l'échange global sur le cabinet. L'après-midi, la première partie, on va sélectionner les dossiers, on y passe 2 dossiers, on va y passer entre 1 et 2 heures les dossiers pour se garder du temps justement sur la partie performance par la suite. À nouveau, le scope, j'allais dire, de contrôle, quand on choisit les dossiers, si jamais il y a une anomalie sur les dossiers, vous voyez, là, on a du transversal. On ne va pas émettre une opinion sur le contrôle à partir d'un dossier. On va étayer derrière notre opinion en étendant un petit peu notre échantillonnage. Alors, ça fait un peu auditeur, je suis désolé, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander au contrôleur de délivrer une opinion en se forgeant sur une anomalie constatée. Ça peut être juste le manque de chance. D'accord ? Qui doit être présent à ces rendez-vous? Le structurel, c'est le dirigeant du cabinet. Est-ce que les salariés doivent être présents? Non. Vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation et personne ne doit. Non, c'est confidentiel. À nouveau, les salariés n'ont rien à faire au niveau du contrôle qualité. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez, mais en tout état de cause. Et le technique, c'est donc chaque expert comptable qui effectivement est vu en entretien entre guillemets sur ces dossiers. Performance. Donc, 3e volet de ce contrôle qualité, la performance du cabinet. C'était une grande réforme qui a été mise en place par mon prédécesseur il y a 5-6 ans, où vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir cet autodiagnostic de performance. C'est une performance à 360 sur le cap performance, mon diagnostic performance. Pourquoi j'y tiens? Parce que nous sommes là tous experts comptable dans un environnement numérique qui tend vraiment à
à changer de manière très rapide. Si nous n'avons pas mis en place dans nos cabinets des outils de captation de données modernes, un EBIX par-ci, un OCR par-là, si nous ne nous interrogeons pas aujourd'hui sur le nouveau business model de demain, puisque on le sait que la facture électronique va changer, va révolutionner le chiffre d'affaires de nos cabinets. Moi, je veux bien que vous ayez toutes les lettres de mission, que vous ayez tous les questionnaires lab, que vous ayez tout ce qui va bien. Si vous, chef d'entreprise, expert comptable, ne vous êtes pas saisi de ces problématiques et n'avez pas déterminé, n'avez pas commencé une réflexion sur la performance de votre cabinet, je trouve que l'ordre n'est pas dans son rôle que de vous aider à cette transformation et à remplir avec vous et discuter avec vous ce diagnostic de performance où on vous interroge sur des problématiques de management, sur des problématiques de recrutement, sur des problématiques d'organisation du cabinet, des process numériques, etc., etc. Vous n'avez aucune obligation de remplir cet autodiagnostic de performance, vraiment aucune, parce que elle n'est pas dans la loi. C'est une spécificité Île-de-France. En revanche, je vous incite fortement à le remplir et à la fin de l'après-midi, échanger avec votre contrôleur, échanger les bonnes pratiques. C'est un super. Vous pourrez pas en une ou 2 heures. Hein, on n'est pas une boîte de conseils et on vous fait pas un super diagnostic, mais fort d'avoir rempli ce questionnaire, c'est le moment propice pour échanger. Donc, vous allez peut-être dire, moi, j'ai du turnover, j'en peux plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un livret d'accueil? Est-ce que vous savez ça? On a des modèles, on peut vous aider, etc., etc. Si vous voulez nous faire part de vos... Important par rapport à ce questionnaire, si vous le remplissez, déjà, on vous demandera de nous l'envoyer en amont. Pour qu'on puisse aussi en prendre connaissance et qu'on ne débarque pas. Ce questionnaire, quel que soit ce que vous allez mettre dedans, je dirais, on ne tient pas compte des réponses qui sont apportées dans notre approche par rapport au contrôle qualité. C'est aussi important, d'accord ? C'est vraiment 2 choses complètement déconnectées. Là, on est vraiment dans de l'échange confraternel des pratiques dans les cabinets, d'accord ? Donc, c'est aussi important. C'est un plus pour vous, effectivement. Maintenant, pas d'obligation, donc c'est vous qui voyez. Mais profitez de l'expérience des confrères, hein, c'est vraiment ça. Parce que quand on est contrôleur, on a la chance globalement de se déplacer dans beaucoup de cabinets. À minima, on fait 5 contrôles par an. Quand on fait ça depuis un certain nombre d'années, on a vu pas mal de cabinets. Et en plus, on est 120 contrôleurs, plus tous les cadres qu'il y a en complément du contrôle qualité. Et donc, on est confronté à beaucoup d'expériences, de structures professionnelles et de modes d'exercice et de cas particuliers. Profitez de ce moment-là pour interroger votre contrôleur. C'est un moment d'échange très confraternel. Donc, à la fin du contrôle, une synthèse structurelle est établie, une synthèse technique, et c'est un débat contradictoire, chers confrères, pour reprendre des termes qui sont chers à l'administration fiscale. On en discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, important, effectivement. Cela, il nous reste 2 minutes. Hein. C'est parfait. À l'issue, comment se conclut la journée? Donc, théoriquement, en fait, sur place, on termine en rédigeant une synthèse structurelle sur le questionnaire structurel qui est propre au cabinet et une synthèse technique par expert comptable, d'accord, par rapport au dossier qu'on aura regardé. Ces synthèses-là sont contradictoires, c'est-à-dire qu'on vous les fait signer. Alors, soit sur place, ça dépendra des confrères et des contrôleurs, hein, mais soit sur place le soir avant de partir, et c'est ça qui fait foi pour émettre le rapport derrière, soit ultérieurement, et le confrère reviendra vers vous en disant, bah voilà, suite à l'entretien, voilà les conclusions que j'en ai tirées, et c'est du contradictoire aussi. Donc, si vous avez la moindre remarque à apporter sur les constats et les conclusions qui ont été faites, dites-les, faites-les, indiquez-les sur le papier. Tout ce qui, c'est vraiment le document officiel
pour émettre le rapport derrière. Et si jamais vous avez l'impression que vous ne vous comprenez pas avec le contrôleur, dans l'avis de contrôle, vous avez le nom du superviseur, là. Ambiance un peu, vous savez, contrôle fiscal aussi. Inspecteur principal. Voilà. Non, mais on peut, à un moment donné, être en désaccord avec un contrôleur. Ça peut ne pas matcher et on se comprend pas. Et bon, bref, c'est parti du mauvais pied. Donc, vous pouvez appeler le superviseur. L'objectif, c'est que vraiment, ça se passe le mieux pour vous et qu'après ce contrôle, vous ayez vraiment fortement protégé vos pratiques. Donc, c'est ça qui fait foi et qui conclut le contrôle sur place. À l'issue de ça, en fait, le contrôleur va, lui, de son côté, faire un rapport, mais ces synthèses-là ne sont pas les conclusions finales de votre contrôle. D'accord ? C'est la synthèse des remarques qui ont été faites tout au long de la journée. Et à partir de ça, le contrôleur, de son côté, va qualifier si ce sont des recommandations ou des observations, des points importants, graves et répétés. À ce moment-là, ce sera des observations. Sinon, ça peut être des recommandations. Mais sur place, il ne vous dira pas « je vais vous faire un rapport avec observation ou un rapport avec recommandation ». Déjà, pour plusieurs raisons. D'une, il faut qu'il prenne le temps de qualifier ça. Et deuxièmement, surtout, comme c'est supervisé derrière, eh ben, le superviseur et la superviseure en chef et la présidente de l'ordre peuvent aussi, en fonction du dossier, revenir sur certaines conclusions qui ont été apportées en disant non, ce n'est pas des observations, c'est des recos ou vice-versa, etc. Ce qui est sûr, c'est quand une synthèse est vierge, effectivement, par contre, on ne pourra pas faire de remarques puisque rien n'aura été apporté sur le contradictoire. Donc, on ne pourra pas derrière dire attention, il y a une reco, il y a une observation. C'est tout, on a tenu les délais. C'est bon? Non, moi, je n'ai pas fini. Hein. Alors, les projets de rapport, vous avez... Voilà, 3 types de rapports. Ça, tout ça, on ne dit pas. Bon, vous aurez les slides. Voilà. À la procédure de suivi des observations, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous l'avez de manière détaillée. L'amélioration de la performance, nouveau contrôle qualité, je vous en ai parlé. Le fameux diagnostic 360, vous l'avez. La finalité du contrôle qualité, j'ai rabâché. Les questions, vous les avez eues au fil, on a eu les questions au fil de l'eau. Vous avez eu, j'espère, les réponses qui vous conviennent. Vous avez là le contact, tous les contacts du contrôle qualité, la boîte mail, le nom des permanentes, mais surtout, je vous incite fortement à avoir comme seul contact votre contrôleur qualité. C'est la personne que vous devez appeler en cas de doute. Et je voulais terminer pour vous faire la petite page de pub de notre super francilien qui vient de sortir, tout chaud des presses du sous-sol, non pas du tout, un spécial régalien. Je pense qu'on a fait rarement à l'ordre des experts comptables un spécial régalien. Et là, vous avez toutes les questions, toutes vos réponses sur les normes, sur les litiges, sur le contrôle qualité, sur le stage, sur toutes les fonctions régaliennes de l'ordre. Je vous remercie de votre attention. On fait toujours la page de pub sur tous les événements qu'on vous propose. Si vous aimez Prévert et si vous aimez la peinture, le 18, donc c'est-à-dire après-demain, c'est le finissage de l'Expo Prévert. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une belle Expo Prévert avec des super peintres. Il y a à chaque fois une petite visite guidée. Donc, si vous voulez qu'on se retrouve tous au finissage de l'Expo Prévert, c'est avec plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, mes 2 contrôleurs qualité préférés. Merci à vous. Et pour ceux qui sont là, un petit cocktail vous attend si vous souhaitez. Merci. Merci.